Tropique Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Annick Nguessan et Bernard Chabot, qui sont la présidente de l'association Culture et Art Premier, et Bernard Chabot, président de Human Vision, et nous allons parler télévision et télévision sur le net. Madame, monsieur, bonjour. 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 Et merci d'être avec nous. C'est le 30 avril dernier que cette chaîne Mondiapresse TV a été lancée sur Internet, conduite par vous, Annick Nguessan. C'est vous la fondatrice? Oui, tout à fait, accompagnée de Bernard Chabot, mon acolyte. Votre accueil. C'est vrai qu'il est cofondateur de cette chaîne sur Internet, qui est une chaîne thématique, culturelle et de divertissement que vous qualifiez vous-même d'indépendante. Tout à fait. Et indépendante de quoi? Alors, d'indépendante, je dirais que c'est pas le terme le plus important. Je dirais, on travaille surtout sur la communication inversée. Voilà, l'échange avec l'autre, la découverte culturelle de l'autre. Je dirais aujourd'hui qu'à l'heure où le vivre ensemble n'a jamais été autant d'actualité, Mondiapresse vise c'est même très à la mode. Voilà. Ça vise surtout de faire de nos différences communautaires un vecteur à la fois de rapprochement, de compréhension et de respect envers et entre celles-ci. Donc l'idée novatrice qu'on a souhaité mettre en avant dans un premier temps était de parler de la culture africaine au sens large du terme, à travers des intervenants issus de celle-ci, qui soient artistes, acteurs, anonymes ou encore dirigeants, décideurs ou créateurs. Bernard Chabot, pourquoi vous avez rejoint, vous, cette aventure? Moi, j'ai rejoint cette aventure, ça date de mon enfance où j'étais voir un spectacle africain et j'étais enthousiasmé par la différence, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, et aussi la musique, j'ai toujours aimé la musique afro-américaine, et donc ce qui m'a amené véritablement à m'intéresser à l'autre différent. Donc c'est ce qui m'a motivé, et surtout le projet d'Annick qui remonte à plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'étudiante, elle avait déjà ce souhait, cette vision de faire un média qui mettra en valeur la force vitaliste de l'Afrique. Oui. C'est vrai qu'il y a 10 ans, vous étiez étudiante et que vous aviez déjà même déposé ce nom? Exactement, j'étais étudiante en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle, Sancier-de-Banton. Et j'ai eu cette idée effectivement d'aller à l'INPI et de déposer Mondiapresse. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, et ça s'est, je dirais, année après année précisé avec toutes les interactions et les rencontres culturelles que je vivais, les gens c'est quelque chose qui me touche énormément, de découvrir de l'autre. Donc heureuse qu'aujourd'hui cette aventure ait pu prendre place. Voilà. S'il n'y avait pas eu le net, elle aurait pu voir le jour comme ça? Oui, on avait oui, parce que la base était de proposer des programmes novateurs aux médias. Donc c'est vrai que j'ai fait mes premiers pas sur un média qu'on connaît tous, l'un des médias numéro 1 panafricains, dont je ne citerai pas le nom. Voilà, ce qui m'a marqué moi en tant qu'étudiante, avec une expérience un petit peu plus occidentale, je dirais, des médias, ce sont le traitement, le contenu, le fond. Je trouvais que le fond, en fait, les thématiques abordées n'étaient pas vraiment travaillées. Voilà, et je trouvais qu'il manquait énormément de divertissement, qu'on ne s'adressait pas aux jeunes, à la ménagère, voilà. Et j'étais jeune à cette époque, je suis encore jeune, et donc j'avais envie de me reconnaître à travers les médias. J'avais envie d'avoir une chaîne où on parle d'Afrique, oui, mais en tant qu'étudiante ici en France, je rencontrais des gens de toute origine, donc j'avais aussi envie d'avoir une information sur la vision qu'avaient ces gens de nos cultures. Oui, vous avez des programmes d'ailleurs qui sont très diversifiés. J'ai noté un peu comme ça des réalités, des magazines de société, des émissions de plateau, bien sûr, c'est un grand classique, des documentaires, des jeux, des séries, des fictions, des reportages, des publi-reportages.
C'est multiple. Oui, j'irai avec une seule ligne, vraiment essayer de confronter les individus étrangers à cette culture qu'est la culture africaine. J'appelle ça le système inversé, avec un objectif de percevoir justement l'autre d'une autre façon, consommer sa culture, mais tout en gardant, en respectant l'identité de la personne qu'on a en face. Donc c'est pourquoi vous retrouvez énormément d'animatrices blondes, aux yeux bleus, voilà, qui nous accompagnent et qui portent la plupart du temps du pagne africain. Oui, mais justement, c'est assez frappant de voir cette blonde avec un pagne. Et puis finalement, à y regarder de près, ça choque plus personne. Voilà, tout à fait. On s'identifie. Moi, quand je suis devant ma télé et que je voyais à l'époque Claire Chazal ou d'autres grandes journalistes ou animatrices, je m'identifiais forcément parce que je parle français. Je consomme français, je consomme l'art culinaire français, je consomme la littérature française, voilà. Donc pourquoi l'autre ne pourrait pas consommer un peu de mon identité africaine? Oui, le fait que cette chaîne Bernard Chabot contribue à une communication à destination des minorités visibles, comme on dit, et des cultures dont elles sont issues. Vous êtes comme un poisson dans l'eau dedans. Oui, parce que entre autres activités, je m'occupe de jeunes footballeurs et la diversité, elle existe, elle est frappante et elle est belle. Et c'est bien qu'on puisse en parler positivement. Contrairement au mainstream de certains médias, c'est beau. Elle est belle, cette diversité. J'écoutais hier justement la présidente de France Télévisions, qui a semé un peu la panique en disant il y a trop de blancs sur les chaînes et il faut que ça change. Oui. Vous dites quoi, vous, à ça? Yes, we can. Il faut faire attention parce qu'à Neuilly et Auteuil-Passy, il va y avoir des réserves blanches. Oui. Je dirais que la France est multiculturelle. Je dirais que la France est enrichie de ses interactions avec des gens qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis. Toutes ces minorités existent. Moi, quand je vois des Pakistanais dans le métro, je suis sincèrement blessée de ne pas pouvoir les voir à la télé, puisque l'éducation se fait aussi à travers nos médias audiovisuels. Et il n'y a pas, on ne joue pas le jeu. Je dis on parce qu'on est hommes et femmes des médias. C'est aussi le lien. C'est aussi ce pourquoi on a créé le prix Mondia Presse, c'est un coup de gueule, tout simplement. Hommes, femmes des médias, travaillons à valoriser ce qui rend riche notre nation, c'est-à-dire sa diversité. Oui, alors justement, ça m'amène à vous demander, mais en quoi vos programmes sont innovants ? En quoi les programmes sont innovants ? Je dirais en quoi on propose peut-être une vision qui est la nôtre, et puis chaque personne a une identité personnelle. On essaye aussi on essaie de partir de la base aussi. Voilà. Annick fait tout un travail depuis quelques années sur les travailleurs africains. Donc ça c'est des racines, quoi. C'est la vie des minorités, et c'est bien de s'en imprégner pour être juste dans nos communications. C'est-à-dire partir de la base et non faire comme nous trop souvent en Occident, partir des élites. Et donc là, on part de la base. Vous savez, on s'inspire énormément des gens d'en bas dans le milieu justement de la mode. On crée par rapport à ce qu'on voit aussi dans la rue. Regardez un sans-abri avec toutes les couches qu'il a sur lui. Parfois, vous retrouvez le même type de vêtements portés sur lors de défilés. Des fashion victimes. Des fashion victimes. Et pourtant, c'est plein de vêtements, une customisation comme ça qui est très intéressante. Et ayant pu suivre vraiment ce qui m'a enrichi et ce qui a enrichi ma vision, c'est cet apprentissage que j'ai eu aux côtés de Monsieur Tidiane Gueye, qui à l'époque était le président de la FETAF, qui est la Fédération des travailleurs africains de France. Je dirais que j'ai beaucoup appris, parce que moi, étant qu'étudiante en Sorbonne, je ne voyais pas en fait le sort de mes pairs. Je n'étais pas encore confrontée en fait à cette problématique d'intégration et à cette problématique aussi de travail.
puisque par le travail, nous nous intégrons. Mais lorsqu'un travailleur africain arrive en France, le premier but, c'est de trouver un travail et pouvoir gagner de l'argent, trouver un foyer, nourrir sa famille. Donc, en termes législatifs, il n'a pas réellement, des informations pour pouvoir se défendre lorsqu'il rencontre des problèmes avec ses patrons, parce qu'il y a beaucoup d'exploitation, il y a des gens qui exploitent ces gens. Voilà. Et moi, pendant 2 ans, j'ai eu cette grande chance de pouvoir suivre Monsieur Guéhi, qui est vraiment, je répète encore, un militant, un travailleur, un homme de terrain, parce que c'est aussi ça le métier d'hommes et de femmes des médias, aller sur le terrain pour réellement voir ce qui se passe et informer, puisque cette information peut permettre justement l'amélioration de la situation de ces personnes. Vous avez l'impression, Elode, de prendre en compte les besoins de ces minorités? Je dirais que c'est plus un travail de fond. Nous ne représentons pas, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des gens avec des expériences, on a des expériences précises, on propose, on informe, parce que c'est premièrement le but de ce projet, d'informer. Maintenant, beaucoup de médias informent par la politique, informent aussi beaucoup. Bon, vous retrouvez dans ces médias beaucoup de médias qui axent en fait leur programme sur le sport et la politique, mais au jour d'aujourd'hui, les minorités, la diversité a besoin d'autre chose. Les annonceurs, on crée un programme par rapport à une demande publicitaire, par rapport à un annonceur. On ne crée pas des programmes parce qu'on a envie, nous, d'être mis en scène à la télé. Il faut créer pour pouvoir répondre aux téléspectateurs et à l'annonceur. Comme je le dis, Coca-Cola n'ira pas faire de positionnement de produits sur un débat politique africain. Et vous voyez que tous ces médias naissants aujourd'hui n'ont pas, de longévité. Les annonceurs ne sont pas intéressés. Moi, j'ai envie aujourd'hui que Guerlain... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Exactement. Et pourtant, il ne manque pas grand-chose. Il manquerait peut-être une refonte en termes de régie publicitaire. Il manquerait peut-être une écoute entre les différents producteurs africains ou afro-antillais. Il manquerait peut-être des salons. Par exemple, je ne vois pas aujourd'hui le salon des médias panafricains. Et là, j'en parlais avec Bernard. Ce serait excellent de mettre ça en place, où on pourrait faire découvrir à travers ce salon les différents médias africains ou afro-antillais existants dans les pays dans lesquels on retrouve ces minorités. Alors justement, pour aller maintenant après les travailleurs, pour aller dans la légèreté, j'ai travaillé dans la mode, donc longtemps les homosexuels et leur sensibilité étaient des prescripteurs de mode. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Africains, les sapeurs, enfin je sais pas comment on les appelle, sont des figures, des icônes de la mode. Ouais. Et il suffirait qu'on relie ça aux médias pour qu'ils soient vraiment véritablement des prescripteurs écoutés, et ça peut vraiment nous amuser. Il faut mettre en valeur la sapologie, quoi. La sapologie, exactement. Exactement, et puis il faut surtout ne pas oublier une chose, le téléspectateur aujourd'hui a besoin de rêver. On vit dans une période de crise où 70% de la population travaille quand même de 8h à 17h, voire 18h. Donc quand ils rentrent chez eux, ils allument leur radio, leur télé, ils ont besoin de rêver. Vous vous imaginez, Jean-Jacques, rentrer chez vous et encore entendre parler de guerre, de crise, de pauvreté, vous dormez malheureusement très attristé de ce monde dans lequel vous vivez. Et vous réveillez le lendemain matin avec encore plus de tristesse et de pauvreté à la radio. Oui, parce qu'il s'est passé plein de choses. Alors justement, c'est pour ça que vous axez vos programmes sur la culture et le divertissement. C'est volontairement que vous laissez de côté la politique ? Non, la politique avec un grand P, elle est dans nos actes de tous les jours, dans nos pensées de tous les jours. Simplement, il faut qu'on soit positif pour pouvoir éventuellement participer à des petites solutions qui feront que, comme les gouttes d'eau qui font des rivières, qui un jour feront la politique enfin avec un grand P, c'est-à-dire avec nos vies à tous, et qui remonteront vers le haut et non ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, le contraire. C'est-à-dire qu'il y a peu de comment dirais-je de questionnement, de participation de la base à la politique, et ça on espère. Ça vous le regrettez. D'autres savent très bien le faire. Le but, ce n'est pas de recréer des médias existants déjà, c'est de voir ce qui manque. Prenons un exemple concret sur le marché. Que vous connaissez bien, Vie d'ambassade par exemple. Oui.
Alors on s'est aperçu, Annick s'est aperçue, puisqu'elle est à l'origine de l'émission, que la diaspora connaissait pas beaucoup ces ambassades, même quelquefois les éviter pour des raisons politiques. Et on voudrait, grâce à Annick, moi j'ai découvert que les ambassadeurs sont des bibliothèques extraordinaires et que on voudrait relier la diaspora et ces hommes de culture, ces hommes qui défendent, et c'est beau aujourd'hui de défendre le pays quand on voit qu'il y a du France bashing là, continuellement ici en France, de voir des hommes qui ont choisi ce métier d'ambassadeur, qui ont souvent eu plusieurs postes à l'étranger, donc qui ont une culture enrichie internationale et de les mettre en contact avec leur propre diaspora, les associations, et c'est là où on a vraiment un véritable rôle, et de mettre en valeur ce travail de l'ambassade, c'est-à-dire qu'on arrive à la grille de l'ambassade et avec l'ambassadeur ou seul, on fait découvrir les différents services de l'ambassade pour terminer chez lui avec un micro-trottoir donc de questionnements qui viennent de la diaspora, mais aussi d'autres hommes, parce que on veut pas être communautariste, donc des questions assez précises, dont l'ambassadeur bien sûr a connaissance avant, et qui lui permet de répondre profondément à ces questions posées par des micro-trottoirs, par des hommes de la rue, par leur propre diaspora, par leur propre communauté. Alors, vous avez de l'appétit tous les deux, puisque vous avez aussi créé le prix Mondiapresse. Alors, c'est quoi ce prix? Je crois que c'est l'élection du meilleur journaliste, animateur de l'année, c'est ça? Non, ça, c'est juste une continuité de nos travaux de fond. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme et la femme des médias ont un rôle important dans l'éducation sociale. On parle de culture de minorité. Qui est le mieux placé aujourd'hui pour diffuser, informer sur ces cultures, l'homme ou la femme de médias. Donc pour moi, il était très important, parce que leur travail est parfois très dur, difficile. Donc, pour moi, il était tout à fait normal de les récompenser, ce qui permet tout simplement de les encourager dans la suite de leurs travaux. Parce qu'ils véhiculent aussi, ils nous permettent de découvrir les cultures issues de ces minorités à travers le monde. Donc, il faut impérativement... ils ont le mérite, donc il faut le récompenser. Et récompenser ceux qui défendent ces minorités, quelquefois depuis de nombreuses années, comme on a eu Nathalie Sarfati. Nathalie Sarfati, qui a permis quand même à la médiatisation du groupe Magic System. Oui. Quand le prochain prix sera attribué? Alors le prochain prix est prévu pour le 11 février 2016. D'accord. Mais il se prépare déjà. Ah oui, il y a des rencontres, j'ai vu. On a aujourd'hui monsieur Paul Naon, qui est donc de l'ancien directeur de l'information de France 3, qui est aussi à la base de programmes tels que Enquête exclusive, Envoyé spécial, qui devient donc pour l'année 2016 le parrain. Le grand parrain donc du prix Mondiapresse. Donc on souhaite aussi le remercier, parce que c'est un homme, comme dit Bernard, et moi-même je le pense, c'est un homme droit, et qui comprend l'enjeu de la diffusion et de la médiatisation des minorités qui font la richesse de chaque nation. Et qui aujourd'hui soutient une association qui opère, je crois, à Dakar, des jeunes, des petits Africains avec des médecins bénévoles, des gros problèmes cardiaques. Et donc, je crois qu'il y a 20 000 petits Africains qui attendent ces opérations. Et ce qui est magnifique et peu dit, on n'entend pas en France, des chirurgiens qui, pendant leurs propres vacances, vont, au lieu d'aller au soleil à Ibiza, vont opérer ces jeunes petits Africains atteints de lourdes affections cardiaques. Et ça, c'est beau. Et donc, merci à Paul Naon. Merci. Oui, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, on retrouve aussi des grands noms, tels que Saïd Amriou, qui nous rejoint. Donc, on souhaite remercier, parce que c'est important de dire merci. L'ancien directeur général de Chevignon, qui dans les bonnes années avait habillé tous les ados. Et vous étiez vous-même, Bernard, non? Oui, j'étais moi-même directeur commercial pendant 10 ans, donc de cette illustre entreprise.
mosaïque culturelle et raciale. Oui. Nos partenaires. Et où un Antillais, si on avait dû, comme dans des scènes de crime, de devoir la victime devait reconnaître l'assassin, on aurait reconnu un Antillais comme étant le PDG. Si on avait dit on aurait aligné le président, le directeur général, le directeur commercial et d'autres membres de Chevignon et notre chauffeur antillais qui était magnifiquement habillé. On aurait dit tiens, c'est lui le PDG. C'était pas le PDG est en t-shirt et en jeans. Mondial Presse TV au service donc de la diversité. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve ce soir 21h avec Dany. Nous aurons un plateau spécial puisque nous évoquerons avec de nombreux invités le prochain colloque de samedi Nutri-Créole.